Radio Lac Soir, déo et débat. Voilà 15 ans que les Suisses, à 54,6%, ont accepté d'adhérer à l'Organisation des Nations Unies. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous ? Une conférence s'est tenue aujourd'hui à Genève sous la houlette du Club suisse de la presse. Un moment pour jeter un regard vers l'avenir et discuter des défis qui occuperont les Nations Unies, la Suisse et bien sûr la Genève internationale. Pour en débattre avec nous ce soir, 3 invités. Guy Mettan, le président du Club suisse de la presse et député PDC au Grand Conseil Genevois. Bonsoir. Bonsoir, directeur du club. Directeur, excusez-moi. Face à vous, un collègue du Parlement, Christo Ivanov, député UDC. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous n'êtes président d'aucune association, Christo Ivanov. Non. Directeur d'aucune... De ma propre entreprise. C'est vrai, vous êtes un entrepreneur. Et nous avons également avec nous la présence d'Adrien de Rinmaton. Vous êtes le coordinateur roman de l'ASIN, l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, qui avait combattu cette adhésion avec un certain Christophe Blorer, alors président de l'ASIN. Bonsoir Adrien de Rinmaton. Bonsoir. Alors, 193 États membres à l'ONU, une enceinte où se discutent un grand nombre de questions d'importance mondiale. Alors, Guy Mettan, quel bilan aujourd'hui pour la Suisse ? Bon, c'est un bilan positif parce qu'effectivement, lors de la votation de mars 2002, on avait beaucoup de craintes quant à l'avenir de la neutralité suisse, d'une part, de la perte d'indépendance du pays, et puis après, on s'aperçoit qu'après, justement, 15 ans de pratique, la neutralité a pu être conservée. Les 2 rapports qui ont été faits par le Conseil fédéral au Parlement ont montré qu'il n'y avait aucun problème à la fois ni pratique ni juridique avec la neutralité suisse, et qu'au contraire, la Suisse avait pu exploiter sa présence au sein du système des Nations Unies pour élargir son réseau, élargir son influence internationale. Et puis j'ajouterais, puisqu'on est à Genève, que pour la défense de la Genève internationale, c'est naturellement un énorme avantage que d'être membre des Nations Unies et non seulement d'être État hôte comme c'était le cas auparavant. Adrien de Rinmaton, en 2002, l'ASIN militait vigoureusement contre cette adhésion. Finalement, la Suisse a-t-elle perdu un peu de souveraineté ? C'est tout du moins ce que vous craigniez à l'époque. Bon, effectivement, la Suisse a perdu beaucoup de choses en 2002, puisque c'est aussi l'année d'entrée en vigueur des bilatérales 1, avec la libre circulation, qui est une de nos thématiques privilégiées ces temps-ci. C'est extrêmement compliqué. Je ferai écho à M. Mettan en disant que finalement, tant que la Suisse ne fait rien, et le fait est qu'elle ne fait pas grand-chose, puisque l'ONU ne permet pas aux petits États de faire énormément de choses, tout va bien d'une certaine manière. Donc de ce point de vue-là, on a adhéré au club. L'ASIN a accepté, elle a reconnu le vote, contrairement à notre Parlement, n'est-ce pas, très récemment. L'ASIN n'a pas pour habitude de contester les décisions populaires. Donc, d'une certaine manière, oui, on a pris acte un petit peu de ces quelques années. On n'est pas enchanté au vu des coûts que ça peut engendrer, mais je ne vais pas rentrer évidemment dans ce type de considération. On s'aperçoit, si vous voulez, au vu de ce que le Conseil fédéral nous prépare, que on s'éloigne petit à petit de la vocation de neutralité et d'indépendance, de service de la Suisse, et surtout d'une conception de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que la Suisse n'a pas perdu de souveraineté, mais on s'en éloigne. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Alors, techniquement, si vous voulez, concrètement, la Suisse n'a pas encore eu l'occasion de perdre, si vous voulez, des éléments de sa souveraineté, mais elle se prépare, c'est ce qui arrive tout d'un coup, avec la candidature, puisqu'on va en parler de la Suisse au Conseil de sécurité, elle se prépare à perdre des éléments assez importants de cette souveraineté. Christo Ivanov, vous, quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut sortir de l'ONU demain ? Écoutez, le peuple a voté, nous sommes des souverainistes. Voilà, je me rapproche un peu du micro. Nous sommes des souverainistes, nous reconnaissons le vote. Maintenant, la Suisse est dans l'ONU. Nous ne pouvons pas refaire une initiative pour sortir de l'ONU. Je crois qu'il faut acter et il faut avancer dans ce dossier. Mais toute la problématique sera l'adhésion ou non au Conseil de sécurité, qui pose un certain nombre de problèmes, le droit de veto, etc., on en parlera. Et également le fait qu'on va perdre notre neutralité, car nous risquons d'avoir des engagements, même sur le plan militaire, auxquels nous ne pourrions pas échapper le cas échéant. Alors, on l'a entendu, les opinions divergent ce soir sur Radio Lac. Restez avec nous, on marque une courte pause pour prendre des nouvelles du ciel et un point sur l'actualité. Radio Lac Soir, déo et débat.
17h34 sur Radio Lac, de retour avec nos invités. Guy Mettan, directeur du Club suisse de la presse, député démocrate chrétien, Christo Ivanov, député UDC au Grand Conseil Genevois, et Adrien de Riedmatten, coordinateur roman de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre. Nous l'évoquions à l'instant, 15 ans que les Suisses ont accepté d'adhérer à l'ONU. Aujourd'hui, la Suisse a-t-elle tiré son épingle du jeu, Guy Mettan ? Pour moi, la réponse est oui. Et puis, pour revenir sur le débat de tout à l'heure concernant la souveraineté, c'est vrai que moi, je partage ce souci, parce que je suis moi-même un défenseur de la souveraineté, sinon un souverainiste. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'ONU, en tant qu'institution, est justement le garant de la souveraineté, puisque c'est les États souverains qui en sont membres. Ça n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout la même chose pour l'Union européenne ou pour l'OTAN ou des autres alliances économiques ou militaires qui, elles, tentent à éroder la souveraineté. Mais ça n'est pas justement le cas de l'ONU, qui elle respecte, puisqu'elle est fondée sur la souveraineté nationale. Juste quand même cette précision. Puis la Suisse, oui, parce qu'elle a pu, justement, grâce à son adhésion à l'ONU, étendre d'abord son réseau. C'est très important pouvoir compter à l'échelle internationale, surtout à une époque de globalisation, comme c'est le cas maintenant depuis une vingtaine d'années, de pouvoir compter sur un large réseau. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, notre adhésion a beaucoup apporté. D'autre part, la mission de l'ONU, ou le rôle, les valeurs de l'ONU sont des valeurs qui sont toutes dans la Constitution fédérale. C'est des valeurs de paix, c'est des valeurs de sécurité collective, c'est des valeurs de développement durable, des valeurs aussi de droits humains. Et ça, c'est tout. Il y a une osmose, si on peut dire, entre les fondements philosophiques des Nations Unies et notre propre Constitution. Donc, il n'y a aucune contradiction à la fois dans les termes et dans les valeurs. Vous dressez un portrait idyllique de l'ONU, un peu, Guy Mettan ? Non, parce que si on viendra, j'imagine, aux critiques après, et j'en ai à formuler. Mais là, on me demande si la Suisse a effectivement tiré profit de cette adhésion, et je réponds oui. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que Genève en a été bénéficiaire. Il y a un énorme programme de rénovation des bâtiments de visée à plus d'1 milliard de francs. Je rappelle que c'est 5 milliards de francs que les institutions internationales apportent chaque année au revenu cantonal. Et en plus, c'est le renom de Genève sur toute la planète qui est en jeu. Donc pour Genève, c'est évidemment un élément essentiel. Alors en 2015, le rapport du Conseil fédéral allait dans le sens d'une candidature d'un siège non permanent au Conseil de sécurité à l'horizon 2023-2024. Un siège, oui, mais tout en se réservant le droit, l'option de rester neutre et de s'abstenir quand il le faudra. Guy Mettan, on a le beurre et l'argent du beurre. On est en Suisse ? Pour le moment, oui, mais je touche du bois pour que ça continue, parce qu'il y a quand même une concurrence très forte des autres villes internationales, Bruxelles, Vienne, La Haye, j'en passe, donc il faut qu'on garde le cap. Et puis, bon, ce siège au Conseil de sécurité, je rappelle, c'est un siège non permanent. C'est-à-dire qu'il ne change pas la nature de notre adhésion à l'ONU, et justement, ni la nature de nos obligations. C'est pas la même chose que si on avait un siège permanent. Ça, c'est tout à fait différent. Adrien de Riedmatten, ce que vient de dire Guy Mettan, finalement, c'est un bon compromis pour la Suisse ? Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Mettan tout à l'heure. Il y a deux types d'États à l'ONU. Il y a ceux qui ont besoin de la reconnaissance de l'ONU pour exister. Je pense aux États récents, Timor-Est, le sud du Soudan, et puis il y a des États qui ont toujours existé et qui se sont toujours passés, si vous voulez, de la reconnaissance de l'ONU, la Suisse, le Vatican, tout ça, etc. L'ordre de Malte même, puisque c'est un État. Donc vous avez des structures qui n'ont pas besoin de ce réseau international ou qui l'avaient déjà. Ces fameuses valeurs onusiennes, nous les avions bien avant, j'ai envie de dire plusieurs siècles avant que l'ONU n'existe. Donc c'est pas ça qui est fondamentalement prépondérant. Alors qu'est-ce qui est prépondérant ? Ce qui est prépondérant, si vous voulez, c'est ce qu'on fait avec cette nouvelle structure, ce machin, pour paraphraser Général de Gaulle. C'est justement depuis que la Suisse, depuis une quinzaine d'années, que la Suisse est le doigt sur la couture aux ordres de New York ou de Washington, que justement on commence à perdre un petit peu ce réseau, à avoir des problèmes avec certains États qui commencent à nous reprocher notre manque d'impartialité. Je prends l'exemple, puisque j'ai eu l'occasion d'y vivre, de la Syrie. La Suisse est le premier pays à avoir fermé son ambassade et à avoir détalé comme des lapins, ce qui a été extrêmement mal perçu par tout le Moyen-Orient et aussi par les alliés russes. Donc je pense que le danger, si vous voulez, c'est de vouloir complaire des alliés qui sont sommairement beaucoup plus importants que nous, et parce que justement on est les petits nouveaux, parce qu'on veut se faire bien voir, parce que etc., et oublier ce qui fonde très clairement les principes de notre souveraineté. Qui sommes-nous ?
On n'est pas un pays ou un autre pays neutre comme l'Autriche, comme le Costa Rica, comme la Suède. On est vraiment, si vous voulez, j'ai envie de dire, l'inventeur de la neutralité moderne, depuis en tout cas au plus tard la guerre de 30 ans, sinon depuis Saint-Nicolas de Flux, puisqu'on en fête le 600e anniversaire. Donc nous avons, si vous voulez, une particularité. Nous sommes le petit peuple qui est au milieu de tous et qui a posé vraiment pour principe fondateur, si vous voulez, de son existence, une alliance défensive fondée sur l'idée d'une non-agression multilatérale. On n'attaque personne, on ne se mêle des affaires de personne. Mais neutralité, certes, neutralité active. C'était le fameux, je crois que c'était les fameux propos de Micheline Calmiret, je crois. Alors oui, mais je veux dire, effectivement, une socialiste ne comprend pas la neutralité comme on la comprend nous. D'ailleurs, le Conseil fédéral ne la comprend pas comme on la comprend. Je veux dire, ce qui est quand même extrêmement révélateur dans le rapport qui a été publié par le Conseil fédéral le 5 juin 2015, c'est qu'ils font un distinguo entre le droit de la neutralité et la politique de neutralité. La politique de neutralité, c'est justement ce principe, j'ai envie de dire, philosophique. Nous n'attaquons pas, nous ne nous mêlons pas les affaires des autres. Le droit de la neutralité, c'est un mécanisme juridique qui n'intervient que lorsqu'il y a une guerre. Or, si vous lisez ce fameux rapport, qui d'ailleurs est assez explicite sur le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est l'ONU qui décide quand il y a une guerre. Donc, par exemple, le jour où les États-Unis couvrent le Kosovo ou l'Irak de bombes, eh bien, puisque l'ONU n'a pas dit qu'il y avait un conflit armé, il n'y a pas de conflit armé et les avions peuvent passer par-dessus notre territoire. Et là, on est censé continuer de conserver notre principe de neutralité. C'est n'importe quoi. On va juste laisser Christo Ivanov répondre par rapport à la neutralité de la Suisse. L'ex-conseiller d'État valaisan UDC, Oscar Freisinger, disait il y a 5 ans, au premier bilan sur les 10 ans, il disait que la neutralité de la Suisse a été écornée. Il parle notamment de l'adoption de sanctions. Est-ce qu'il a raison, Christo Ivanov, vous qui êtes UDC également? Tout à fait, je suis de l'aile plutôt modérée et économique. Je pense qu'en l'occurrence, Oscar Freisinger avait entièrement raison. En effet, on ne peut pas adhérer... On vous invite à parler vraiment devant le micro, monsieur Ivanov. On ne peut pas adhérer à un principe de siège non permanent au Conseil de sécurité, car on va perdre notre neutralité. Nous serons obligés de faire comme les autres, de suivre les sanctions, les rétorsions contre les États. La Suisse n'a pas attendu l'ONU pour faire de la diplomatie. Nicolas de Flux, comme ça a été dit par mon préopinant valaisan, c'est le père de la neutralité. C'était un grand stratège et un grand diplomate. Lorsqu'il y a eu les grandes conférences à Genève, Reagan-Gorbatchev, la Suisse n'était pas dans l'ONU. Et nous avions déjà de grandes conférences internationales à Genève. La géopolitique, les cartes ont été redistribuées dans la géopolitique d'aujourd'hui. Est-ce que la Suisse, elle peut continuer à fonctionner en étant neutre, en ne se mouillant jamais, s'y mettant? Christo Ivanov, allez-y. Pour moi, la neutralité est une arme politique et une arme économique. La neutralité est la grande force de ce pays. D'ailleurs, il y avait une statistique il y a une dizaine d'années, comme quoi 92% des Suisses voulaient une neutralité intégrale. Le Conseil fédéral trahit le peuple. Et nous, à l'UDC, nous sommes favorables au fait que si nous devions avoir ce siège au Conseil de sécurité non permanent, que le peuple puisse se prononcer sur cette question, car c'est un principe fondamental dans notre pays. Oui, pour moi, tant mieux si Nicolas de Flux a inventé l'ONU avant qu'elle existe. Mais c'est une raison de plus pour s'y adjoindre une fois que l'ONU existe. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir. Donc, moi, je me réjouis que Nicolas de Flux ait posé les valeurs et les fondements qui permettent à l'ONU d'exister. Mais à ce moment-là, il faut y adhérer au moment où cette organisation, justement, se met à exister. J'aimerais juste dire que la loi du plus fort, la loi du plus fort, la loi de la jungle, au fond, pour l'appeler comme ça, au fond, celle que les Américains, soyons précis, imposent au reste du monde, mais elle existait bien avant que la Suisse s'y conformait, bien avant qu'elle adhère à l'ONU. Pendant toute la guerre froide, on s'est complètement aligné sur la position des anglo-saxons, alors même qu'on n'était pas membre de l'ONU. Donc, je veux dire qu'on soit membre ou pas, ça change strictement rien. En revanche, ce que je pense, c'est qu'effectivement, cette neutralité que beaucoup critiquent, à mon avis, doit maintenir. Et là, je jette une pierre dans le jardin de l'UDC de M. Maurer. C'est quand même inadmissible de savoir que notre ministre de la Défense prête nos avions pour aller s'entraîner avec l'OTAN dans le nord, en Scandinavie et en Suède. De quel droit
le Conseil fédéral et le ministre UDC de la Défense bafouent notre indépendance en prêtant ces avions pour aller s'entraîner avec l'OTAN, qui est une organisation militaire. Et là, j'aimerais bien entendre M. Ivanov sur ce point. Alors, on va lui laisser la parole tout de suite. Je pense que la neutralité est vraiment quelque chose d'important qui doit être sauvegardé. On lui laisse la parole très brièvement, M. Ivanov. Écoutez, je pense que sur ce plan-là, il s'agit d'une décision collégiale du Conseil fédéral. Donc, ça ne veut pas dire que M. Maurer était même pour cette intervention. Où je suis d'accord avec M. Mettan, c'est que je pense que la Suisse est vendue aux États-Unis. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'il y a eu l'affaire de Peter Regli, le chef du renseignement en Suisse, on a monté une cabale contre lui et on l'a réhabilité 20 ans après. On avait un excellent service de renseignement. Aujourd'hui, tout notre service de renseignement est formé à West Point aux États-Unis. Là, je pense qu'il y a un véritable problème et je suis d'accord sur le fond avec Guy Mettan. Nous n'avons rien à envoyer des avions en Scandinavie. Guy Mettan, Christo Ivanov et Adrien de Rinmaton, restez avec nous. On va prendre quelques nouvelles du ciel tout de suite. Radio Lac Soir, déo et débat. 17h49 sur Radio Lac, on reprend le cours de notre débat sur les 15 ans de l'adhésion de la Suisse à l'ONU avec Guy Mettan, directeur du Club suisse de la presse, Christo Ivanov, député UDC au Grand Conseil genevois et Adrien de Rinmaton de l'Action suisse pour une Suisse neutre et indépendante. Et puis un bref rappel, celui de dire et redire que vous pouvez réagir à notre débat directement via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, le numéro 079 91 8 3000. N'hésitez pas à poser vos questions à nos invités que nous relayerons en direct. Justement, cette question que je vous adresse, peut-être Guy Mettan, j'ai une question à poser à vos invités. La Suisse peut-elle demeurer neutre à tous les points de vue dans un monde qui se polarise de toutes parts? La Confédération peut continuer à proposer ses bons offices en matière de médiation dans des conflits tout en assumant des positions claires sur la scène internationale? Non. Point d'interrogation. Pour moi, la réponse est oui. Non, mais je pense que c'est important de garder à l'esprit cette neutralité. Je pense que ceux qui veulent la brader, de ce point de vue-là, je me différencie de certaines positions politiques, notamment en gauche, parce qu'on pense que la neutralité serait bonne à jeter aux orties. Ça n'est pas du tout mon opinion. Moi, je pense que la Suisse est forte, effectivement, quand elle sait montrer sa neutralité. Et à l'ONU, en étant membre des Nations Unies, elle a parfaitement réussi à le faire. Au contraire, notre crédibilité, on a accru notre crédibilité parce qu'on a montré qu'on pouvait justement rester neutre tout en étant actif. Je prends par exemple l'exemple des sanctions contre la Russie. La Suisse... Vous êtes un très fin connaisseur de la Russie, Guy Mettan. Absolument, merci. On vous l'a reproché d'ailleurs un petit peu, non? On me l'a un petit peu reproché, mais j'assume tout à fait. Il a même reçu une belle médaille. N'est-ce pas? Vous l'avez contesté au Grand Conseil. Ah oui. Absolument, mais finalement accepté. J'ai absolument voté. Accepté. Et je remercie M. Ivanov, effectivement, pour avoir soutenu cette décision. Donc, dans le cas, par exemple, de la Russie, la Suisse ne s'est pas justement laissé imposer ces sanctions qui avaient été décidées par les États-Unis et l'Union européenne. Donc, on voit que la neutralité permet, enfin, on peut être à l'ONU tout en restant neutre et justement en augmentant notre crédibilité. Et la Russie nous en est reconnaissante, acteur majeur de la scène internationale avec la Chine, etc. Donc, pour moi, c'est important qu'on garde cette neutralité parce que c'est comme ça que nous améliorons notre position sur la scène internationale. Mais ça demande effectivement un peu de subtilité. On va un petit peu sortir de ce thème de la neutralité. Finalement, quand on parle de l'ONU, ses activités, elles semblent tellement difficilement compréhensibles, voire même inaccessibles pour le grand public. Est-ce qu'il n'y a pas là un effort à faire au niveau de la communication, Adrien de Rinmaton par exemple, pour mieux connaître les activités de l'ONU? Alors moi je vais vous faire de la peine, c'est que j'ai envie de parler de la neutralité, au contraire. Je pense que le jour où la Suisse se sera alignée sur les États-Unis pour ce qui concerne la Syrie, elle perdra ses contrats diplomatiques avec l'Iran. Quand elle aura voté au Conseil de sécurité les coercitions économiques sur la Russie, elle perdra son contrat sur la Géorgie. Mais elle peut s'abstenir, la Suisse. Elle pourra s'abstenir. Oui, mais sûrement elle va poser sa candidature pour s'abstenir. Non, il ne faut pas rêver. Je pense malheureusement qu'elle suivra le mouvement. C'est ce qu'elle fait jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux. Si vous voulez, ce qui fait la particularité de la position helvétique, c'est ce qui nourrit justement cette clientèle des bons offices. C'est parce que notre neutralité est extrêmement particulière, qu'elle dépasse la question du droit, que justement la plupart des États requièrent nos services parce que nous sommes véritablement identifiés comme neutres. Je voudrais quand même revenir un peu à ce que le Conseil fédéral a dit. Il décrit la neutralité comme n'étant pas un but en soi.
ce que je trouve extrêmement grave, et il assure que cette neutralité ne pourra pas s'appliquer aux mesures coercitives adoptées par le Conseil de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement la Suisse renonce à appliquer elle-même et souverainement ce principe. Elle va le céder, elle va en céder la jouissance au Conseil de sécurité qui décidera à notre place ce qui est digne ou pas de relever de notre propre neutralité. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça qui était très intéressant, et c'est là-dessus que j'aimerais insister. Pour arriver à ça, il utilise, si vous voulez, une interprétation extrêmement étendue de l'article 184 de la Constitution. Qui dit que le Conseil fédéral est, disons, parfaitement autonome, souverain et maître de toutes choses pour ce qui concerne les relations avec les puissances extérieures. Donc, il supprime purement et simplement le pouvoir du Parlement et le pouvoir donc du peuple et de tout ce qui le représente pour pouvoir, si vous voulez, procéder à cette cession de la jouissance de la neutralité. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que dans son rapport, le Conseil fédéral dit qu'il veut associer le Parlement à cette décision de candidature et que quand l'Outsistam, Conseil national du décès, en 2012, propose une initiative parlementaire pour justement fabriquer, si vous voulez, les bases constitutionnelles pour avoir ce pouvoir décisionnel du Parlement, le Conseil fédéral l'envoie se faire voir. Monsieur de Riedmatten, j'aimerais tout de même vous entendre sur ma question sur le fait que les dossiers qui sont traités à l'ONU semblent inaccessibles pour le grand public. On a l'impression que c'est pas une tour d'ivoire, mais nébuleuse peut-être. Et cette nébuleuse qui est l'ONU à Genève semble vraiment inaccessible. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous savez ce qui se passe ? Vous connaissez les murs ? Vous connaissez des gens qui travaillent là-bas ? Alors oui, figurez-vous que j'ai fait un stage, moi, personnellement, du temps de ma jeunesse. Je me suis intéressé un petit peu à ce type d'activité. Vous les suivez, ces activités, régulièrement ? Alors moi, si vous voulez, j'ai quelques amis qui sont officiers donc pour la Suisse chez les Casques Bleus au Mali. Donc par exemple, voilà un contrat où la Suisse est encore relativement efficace. Donc ça pourrait changer. Vous êtes au courant de ce qui se passe un petit peu. Oui, je ne suis pas tout à la ligne, il y a tellement de choses, il faut dire aussi. C'est un énorme machin. Vous, Christo Ivanov, quel rapport vous avez avec l'ONU à Genève ? Écoutez, je participe régulièrement lorsqu'il y a des conférences et je dois dire que nous avons la chance d'avoir à Genève M. Moller, à qui on doit énormément, il faut le reconnaître, qui a fait beaucoup pour la Genève internationale. Qui est le directeur, Qui est le directeur général de l'ONU, et je conseille à tous vos auditeurs et auditrices s'ils peuvent participer, parce qu'ils font des visites. Il y a beaucoup plus de transparence depuis l'arrivée de M. Moller. Avant, nous avions quelqu'un, je crois, du Kazakhstan. Maintenant, je dirais que ça s'est beaucoup démocratisé et il y a des possibilités de visiter. Est-ce qu'il a été obligé de démocratiser l'ONU finalement ? C'est sa vision des choses et je trouve que c'est bien. Il ne faut pas... C'est pas lui qui a initié ce mouvement, mais effectivement, parce que les journées portes ouvertes existaient déjà depuis 1995 avec Boutros Ghali. Il faut signaler qu'il y en a une le week-end du 10 octobre, donc pour les Suisses romans. Et mon anniversaire. On fêtera un bon anniversaire. Non, mais enfin, pour tous les Suisses qui désirent découvrir justement un peu les arcanes des Nations Unies, rendez-vous. Mais oui, mais c'est l'occasion de voir concrètement ce qui se passe. Autre question, il y a les négociations qui sont au point mort, les négociations syriennes avec Staffan de Mistura. Il a rencontré à plusieurs reprises à Genève les opposants, les partis gouvernementaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de discussions à ce sujet-là et pas assez d'actes ? Le problème des pourparlers, c'est que c'est toujours compliqué. Quand vous faites des négociations entre des gens qui se font la guerre pour qu'ils se remettent à se parler entre eux, ça n'est pas évident. Et c'est là justement où la Suisse a un rôle à jouer, à la fois comme État hôte. On a le cas par exemple dans les négociations syriennes, dont vous dites qu'elles sont totalement bloquées. Ça n'est pas mon impression. Au contraire, moi je pense qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés. Des progrès très minimes. Non, il y a une désescalade du conflit qui est très nette dans beaucoup de régions syriennes. Mais c'est pas grâce au pourparlers de Staffan de Mistura. C'est aussi grâce au pourparlers, bien évidemment. Parce que c'est là... Oui, parce que c'est au cours notamment de ces discussions... C'est aussi au cours de ces discussions que la Russie, l'Iran, etc. ont pu mettre au point ces zones justement de désescalade. Donc c'est tout un processus. Il y a la face visible, il y a la face invisible, mais c'est tout un processus. Et si vous... Non, je crois que c'était utile. Et là, Genève a aussi joué son rôle, et la Suisse ont joué leur rôle utile de médiation, de bons offices, depuis maintenant 2 ans dans le conflit syrien. Mais il y a aussi Chypre, il y a le Yémen, il y a la Libye.
Et si demain, la Suisse siège au Conseil de sécurité et qu'il faut prendre des sanctions à l'encontre de la Syrie, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On a un émissaire de l'ONU qui moi, j'ai envie d'essayer. C'est vrai qu'il y a un risque qui a été assez bien présenté par M. Riedmatten. Je suis conscient de ce risque. Mais c'est au pied du mur qu'on verra le maçon. Donc, je pense qu'il faut tenter ce risque parce qu'il y a aussi une possibilité quand on est membre, même non permanent du Conseil de sécurité, justement de définir ces sanctions, parce qu'on fait partie de ceux qui vont les rédiger. On peut exiger plus de transparence, on peut exiger qu'elles soient plus équitables, qu'elles soient moins partiales, parce que c'est le cas maintenant, où le plus fort impose au plus faible. Et c'est là que la Suisse peut jouer un rôle. Alors, il ne faut pas le surestimer, mais je pense que ça vaut la peine de le jouer. Christo Ivanov, vous êtes député UDC au Grand Conseil, vous l'avez dit, c'est au peuple de trancher si la Suisse doit siéger au Conseil des États. Vous allez entreprendre des démarches dans ce sens? Écoutez, si c'est nécessaire, il faudra lancer une initiative. Nous avons une initiative fédérale, nous avons une petite expérience en la matière, comme l'ASIN d'ailleurs, et je n'ai aucun souci pour le résultat de cette initiative. Mais j'aimerais juste rebondir sur la question internationale que vous avez posée, entre autres la Syrie et la Libye. Si nous n'arrivons pas à trouver une solution, tout le problème du djihad va continuer à descendre sur la zone du Sahel, que je connais parfaitement bien, puisque j'ai été 4 fois cette année au Burkina Faso, où d'ailleurs l'opération Barkhane est un véritable désastre, avec des Français qui sont aux abonnés absents. Et il y aura une crise majeure qui va se déplacer dans le Sahel et dans l'Afrique centrale, Tchad, Cameroun. Et je pense que les problèmes ne sont pas terminés dans ces régions. 17h59 sur l'antenne de Radio Lac, c'est la fin de ce débat. Merci à nos invités d'y avoir participé. Vous restez avec nous, Guy Mettan, Christo Ivanov, Adrien de Riedmatten. Nous allons prendre un peu de hauteur pour commenter avec vous l'actualité de ce lundi 5 septembre. 18h09 sur l'antenne de Radio Lac avec nos invités Adrien de Riedmatten, coordinateur roman de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, Guy Mettan, président du Club Suisse de la presse et député PDC au Grand directeur, que je répète comme un mantra, député PDC au Grand Conseil genevois, enfin Christo Ivanov, député UDC également à Genève. Avec vous, nous allons revenir sur différentes actualités du jour. Et Donald Trump qui stoppe un programme pour 800 000 jeunes sans papier. Le programme leur permet d'étudier et de travailler aux États-Unis. Christo Ivanov, on n'en est pas au bout de nos surprises avec le président américain? Écoutez, les États-Unis, ils ont leurs problèmes et nous les nôtres. Je lui laisse le soin de s'occuper des siens. Sur les sans-papiers, Christo Ivanov, parlons-en. Faut-il les régulariser? Écoutez, il y a une loi fédérale, on applique la loi fédérale. Maintenant, Genève veut toujours faire bande à part, comme je mets toujours sur Facebook. Ici, c'est Genève. Je pense qu'on doit traiter les problèmes au cas par cas. Chaque cas est différent. Mais sur le principe, on ne doit pas évidemment régulariser les sans-papiers. C'est pourtant ce qu'a fait Pierre Maudet avec son projet Papyrus, sous condition de pouvoir octroyer des titres de séjour à des sans-papiers. Bon, en l'occurrence, ce qu'il a régularisé, c'est ce qu'on appelle ceux qui étaient au marché gris, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans l'économie et qui payaient des charges sociales. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Il a estimé qu'il fallait les régulariser et qu'il assume son acte. Et vous y êtes favorable ? Moi, personnellement, je serais très mitigé sur la question. Guy Mettan, sur cette même question. Oui, je pense qu'effectivement, à bout d'un moment, on ne peut pas, quand il y a des clandestins, à un moment donné, surtout ceux qui travaillent, ceux qui sont scolarisés, ceux qui travaillent, ceux qui participent à l'économie depuis de très longues années, à un moment donné, je crois qu'il faut que le principe de réalité l'emporte et puis en prendre acte. Cela dit, c'est vrai que s'il y a des lois, il faut aussi qu'elles soient respectées, sinon c'est inutile d'en faire. Donc on est là dans une situation qui est toujours très délicate. Je crois qu'en l'occurrence, le projet Papyrus est un projet réaliste. Il tenait compte de cette réalité. Ok, maintenant c'est fait. Très bien. Cela dit, c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir nos frontières comme ça, n'importe comment. C'était la grande question. Est-ce que ça crée un appel d'air ? Je ne pense pas que ça crée un appel d'air, puisque c'est des gens qui étaient déjà largement intégrés. Le problème de l'appel d'air, c'est que quand vous avez ces masses de population qui arrivent et qui sont justement pas intégrées. Donc c'est ça aussi le problème, qui parlent ni la langue, qui connaissent pas les traditions ni les us et coutumes du pays dans lequel ils arrivent. Ça n'est pas du tout le cas de ceux qu'on a justement acceptés grâce à Papyrus. Donc là, il faut aussi faire des
les différences. Adrien... C'est en amont qu'on doit travailler, c'est pas en aval. On l'aura compris, Adrien de Riedmaten, vous êtes valaisan. Quel regard vous portez sur l'opération Papyrus avec Pierre Maudet à Genève? Je tiens malheureusement à vous dire qu'il n'y a pas que la Suisse allemande qui constate avec désolation les effets des gaines ferrailles. Alors oui, effectivement, s'il y a des sans-papiers, c'est qu'il y a un ordre légal, n'est-ce pas, voté par le souverain qui a voulu que ces personnes soient sans-papiers. On fait rentrer maintenant par derrière ce qui ne peut pas rentrer par devant. On efface des décisions populaires, c'est extrêmement dérangeant. Moi, je pense que c'est rendre service à personne, si vous voulez, que de créer ce type d'exception. Il faut soit réviser notre ordre légal, soit au contraire l'appliquer vraiment dans toute sa substance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une guerre réelle au niveau statistique sur les chiffres des conséquences de l'immigration, qu'elle soit disons intra-européenne avec la libre circulation ou des États tiers. Et on essaye, si vous voulez, avec de naturalisation dans le canton de Vaud ou avec maintenant cette opération Papyrus, de maquiller un petit peu les volumes. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Qu'entendez-vous par guerre des chiffres ? Alors, je prends simplement si vous voulez rentrer un petit peu dans le détail, le rapport du SECO qui est sorti cet été concernant Secrétariat d'État à l'économie. Voilà, concernant les 15 ans de libre circulation. On s'aperçoit d'ailleurs qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, qu'ils n'ont pas compté certains pays de l'Union européenne, notamment les pays de l'Est, dans leurs calculs, qu'ils n'ont pas fait d'études concrètes sur les bénéficiaires de l'aide sociale en provenance des pays des États Schengen. Et puis, ils ont des conclusions extrêmement douteuses, disant que finalement, les personnes qui viennent d'Europe du Sud et qui finissent à l'aide sociale, on ne sait pas vraiment si c'est par la libre circulation qu'elles sont arrivées. Mais elles sont arrivées comment ? Donc c'est ça, on crée, si vous voulez, des niches, on crée des exceptions pour que les statistiques, si vous voulez, le gros effort statistique que la Suisse vous dit, deviennent complètement illisibles. Alors on fait venir des sans-papiers. Effectivement, Genève est extrêmement attractive. Pas que pour les Valaisans, je tiens à dire. Qui on fait venir, c'est ça ? Qui on fait venir des sans-papiers ? On crée des conditions. Je veux dire, maintenant, vous avez quand même des accords bilatéraux qui donnent à un Français ou à un ressortissant d'un État européen les mêmes droits qu'un Suisse. Je veux dire, même pour quelqu'un qui a un permis de très courte durée, il peut arriver et réclamer très vite l'accession aux aides. Donc ça, si vous voulez, quelque part, oui, ça attire. C'est l'évidence même. Il y a des gens qui ont besoin des gens utiles à l'économie, vous le reconnaissez ça parfois ? Alors ils sont utiles à l'économie tant qu'ils travaillent dans l'économie. Mais dès le moment où ils sont complètement calés et qu'ils se retrouvent au chômage puis à l'aide sociale, ils sont plus tellement utiles à l'économie que ça, malheureusement. Guy Mettan, vous souriez ? Oui, parce que je pense que la réalité que décrit Adrien de Riedmaten existe aussi, donc il faut aussi en tenir compte. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est légitime, la critique qu'il exerce. Moi, je pense que d'un autre côté, il faut justement appliquer un certain principe de réalisme et que les gens qui sont là depuis de très nombreuses années, justement ceux qui ont été scolarisés, ceux qui ont déjà un travail, ceux qui, en plus qui sont des jeunes, donc qui vont contribuer à l'économie pendant des décennies et pas seulement pendant quelques années, ceux-là méritent d'avoir un certain encouragement sous forme de reconnaissance. Alors je pense pas qu'il faille faire exactement comme Madame Merkel, c'est-à-dire d'ouvrir tout grand les portes et d'accepter 1 million de réfugiés en quelques mois comme elle l'a fait, parce que ça, on voit que ça crée des tensions qui sont simplement ingérables. Mais la Suisse, qui a toujours été au fond assez pragmatique, qui a à la fois su respecter à la fois son cadre légal, puisqu'il a été adopté de façon démocratique, tout en s'adaptant aux circonstances. Moi, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, et puis c'est ce que M. Maudet a fait avec un certain bon sens. Christo Ivanov, très brièvement, vous vouliez la parole. Oui, écoutez, on a quand même un problème. Genève, c'est 500 000 habitants aujourd'hui. Certainement, c'est entre 10 et 20 000 clandestins à Genève. Il y a un certain nombre de problèmes et le Conseil d'État devrait bien s'enquérir de cette situation qui un jour deviendra très problématique. D'où tenez-vous vos chiffres, Christo Ivanov, 10 à 20 000 ? Écoutez, je ne dévoilerai pas mes sources. Je suis comme un bon journaliste, je ne dévoile jamais mes sources. On va marquer une courte pause, le temps de prendre des nouvelles du ciel. Radio Lac Soir, Gouffran Bron, Olivier Français. Retour dans Radio Lac Soir, il est 18h24 et nous retrouvons nos invités pour la dernière fois. Adrien de Riedmaten, coordinateur roman de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, et Christo Ivanov, député UDC au Grand Conseil genevois. Et puis nous revenons sur cette actualité, sur l'actualité de ce mardi 5 septembre. Avec cette information-là, nous avons appris que 11 candidats anonymes de simples citoyens briguent le siège de Didier Beauregarder, le conseiller fédéral à la tête des
des Affaires étrangères. L'occasion est toute trouvée de s'intéresser au bilan du ministre. Est-il bon, Christo Ivanov, ce bilan? Pierre Maudet? Le bilan de M. Burkhalter. À moins qu'il ne soit ministre des Affaires étrangères, ça sera plutôt Didier Burkhalter. Un peu de patience, bientôt. Ça doit plaire à Pierre Maudet. Oui. Vous le voyez au Conseil fédéral, Pierre Maudet? Écoutez, je pense que c'est un outsider très, à mon avis, très percutant. Et je pense que c'est la fable de la tortue. Et peut-être sera-t-il à l'arrivée. Sur le rappel, vous avez soutenu publiquement, vous, Pierre Maudet. Je revendique. Celui qui a déclaré « Je ne serai pas le conseiller fédéral de Genève ». Écoutez, pour moi, ce qui est important, c'est que Pierre Maudet a la quand carrure et l'envergure d'un homme d'État. Pour moi, ça, c'est déjà fondamental et primordial. Deuxièmement, c'est mieux que ça soit un Genevois pour défendre les grands projets de Genève, exemple la traversée du lac, pour prendre que cet exemple-là, et que nous soyons unis à Berne. Et j'espère que tous les parlementaires genevois seront unis derrière la candidature de Pierre Maudet. Maintenant, concernant votre question sur Didier Burkhalter, oui. Personnellement, je trouve qu'il a fait un assez bon parcours au niveau fédéral. Je pense au bilan est dans l'ensemble relativement bon. Il avait la présidence de l'OCDE où il a fait une excellente présidence. En tout cas, je pense qu'il a fait un bon parcours par rapport à d'autres par le passé qui ont, on va dire, fait beaucoup de mal à la Suisse. Je parle entre autres de Madame Wernmer-Schlumpf. Adrien Riedmatten, on va parler peut-être de double nationalité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Ignacio Cassis, le Tessinois et Pierre Maudet se sont dit prêts à renoncer à leur deuxième nationalité. Vous me disiez hors antenne, vous avez deux nationalités, vous, c'est suisse et valaisan. Oui, effectivement, enfin, c'est surtout une nationalité, c'est valaisan. C'est valaisan d'abord. Je ne suis que par mon appartenance, n'est-ce pas, à l'auguste patrie valaisanne, n'est-ce pas, cette noble république que nous aimons tant, surtout à Genève, bien sûr. Qui est si bien représentée. On va probablement ouvrir une ambassade, un de ces quatre. Le Valais est très bien représenté à Genève. Mais aussi. je pense bien, deuxième capitale. Disons, enfin, plus maintenant avec cette histoire de coupe, on va essayer de parler d'éviter les choses qui fâchent. Sur le renoncement des doubles nationalités, moi personnellement je suis un petit peu attristé de ces mauvais procès qu'on fait à des personnes qui ont somme toute une histoire qui ne fait que prouver que la Suisse est bien intégrée finalement dans le cœur de l'Europe. Donc je veux dire, voilà, les Suisses sont très appréciés, on se marie un petit peu partout. Moi-même, j'ai une femme dont la famille a grandi en Égypte, qui est fribourgeoise, mais qui a aussi des papiers français, qui pourraient même avoir des papiers italiens. Moi, si vous voulez, j'ai l'immense joie de n'être que valaisan par mon père et par ma mère. Enfin, il y a un petit peu de sang fribourgeois, mais c'est vraiment le maximum du mélange que je me suis autorisé. Disons, je pense que peut-être que pour le poste de conseiller fédéral, il serait intéressant d'avoir la certitude, donner la certitude aux citoyens qu'il n'y a pas d'autre allégeance, qu'il n'y a pas d'autre, si vous voulez, conflit de loyauté. Mais c'est vraiment une sécurité, disons, minimale. Je veux dire, on peut quand même espérer qu'un conseiller fédéral donne, si vous voulez, son suffrage à son propre pays. Mais renoncer à sa deuxième nationalité, c'est pas créer deux catégories de citoyens, les vrais Suisses, qui ne disposent que d'un passeport, et des sortes de Suisses de seconde zone? Je pense pas. D'abord, il faut quand même considérer que la Suisse n'est pas une nation. La Suisse est une confédération d'États. Donc la Suisse peut fonctionner, si vous voulez, à certains égards comme un pays, mais moi, personnellement, je ne suis pas un nationaliste suisse. Vous voyez, je suis clairement un fédéraliste. Donc nous avons un passeport commun, mais c'est extrêmement récent. Moi, je me souviens qu'enfant, j'avais encore le timbre et le tampon de l'État du Valais. Maintenant, on a un petit peu simplifié ces choses-là. Bon, soit, très bien. Je veux dire, l'idée, c'est que la Suisse se suffit à elle-même. Elle est parfaitement souveraine. Elle génère, si vous voulez, les conséquences pleines et entières d'une souveraineté de type national. Donc, elle n'a rien à craindre d'une autre souveraineté. Je veux dire qu'on peut être un petit peu français, un petit peu italien. L'essentiel, c'est quand on est conseiller fédéral, on serve la Suisse. Point. Christo Ivanov, Ignacio Cassis, interrogé par la RTS, affirmait qu'il y avait trop de migrants en Suisse. Des propos de quoi vous séduire, vous, le politicien UDC? Écoutez, c'est son appréciation de la situation, mais je pense qu'effectivement, lorsqu'on voit ce qui se passe au Tessin et les problèmes migratoires qu'ils ont, il sait de quoi ils parlent. Tous les cantons limitrophes, je prends l'exemple du canton de Genève, on est confronté quand même à une forte pression migratoire. Et je pense que ça pèsera tôt ou tard sur l'économie. On voit bien d'ailleurs que nous avons le plus haut taux de chômage de Suisse. Ce n'est pas par hasard non plus. Vous avez en plus 35% de gens qui sont à l'assistance sociale qui ne payent pas d'impôts. Oui, donc, c'est d'ailleurs le principe de l'aide sociale. Ah oui, de n'être pas capable de payer des impôts. Donc on voit bien qu'on fait l'effort. On voit bien qu'on fait l'effort pour les
les plus pauvres d'entre nous, ce qui est normal. Il y a une question de solidarité qui doit se faire. Malheureusement, l'immigration qui vient aujourd'hui n'est pas une immigration politique, mais une immigration économique. Adrien de Rhinmaton, vous aviez un message à faire passer, c'est peut-être rappeler la tenue de vos conférences que vous organisez. La parole est à vous. Oui, je vous remercie. Alors effectivement, nous avons une conférence, c'est un lundi, hein. Je ne me trompe pas, c'est le lundi 18 septembre. Oui, je vais vérifier, oui. Voilà, un débat sur la libre circulation entre messieurs le conseiller fédéral Blecher, enfin ancien conseiller fédéral Blecher, et monsieur Jacques-Simon Aigli sur la libre circulation, puisque monsieur Aigli était l'un des forgerons de ce principe. C'est donc le 18 septembre à l'hôtel Starling à 19h30. Adrien de Rhinmaton et Christo Ivanov, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Il est 18h29, le temps de retrouver toute l'actualité de ce mardi 5 septembre.